Ce mardi 17 septembre, les Bamakois ont été réveillés par des tirs et des détonations inédites. La capitale malienne a fait l'objet d'une attaque multisectorielle menée par les hommes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Comment cette opération a pu être réalisée? Bamako est-elle plus que jamais la cible des groupes armés terroristes? Quelle réponse des autorités militaires de transition? Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition spéciale. Pour décrypter cette actualité, je suis en compagnie de Béatrice de Léon Kobo, chercheuse spécialisée dans la sécurité, la radicalisation violente et la gestion des conflits en Afrique de l'Ouest. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir cette invitation. Merci de l'invitation. Je suis avec aussi Tiambel Gimbayara, journaliste à La Voix du Mali. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un habitué de la maison. Merci. Merci de me faire revivre ce souvenir-là. Merci. Modibo Soumaré, président de l'Alliance des forces démocratiques, l'AFD. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir notre invitation. Merci. Comme je disais, l'aéroport militaire et l'école de gendarmerie ont été attaqués par les terroristes du JNIM ce mardi 17 septembre. On n'a pas encore le bilan officiel, mais il s'agit clairement d'une première attaque d'une telle envergure depuis, si je ne me trompe pas, 2016, où la mission de formation de l'armée malienne menée de l'Union européenne s'était soldée par la mort d'un assaillant. À quoi répond concrètement cette attaque, Djambaye? Merci. L'État malien parle plutôt d'incursion. Selon le communiqué officiel qui a été diffusé, on parle de tentative d'incursion. Reste que nous sommes dans une communication post-TAC. Bamako est engagé dans une guerre contre le terrorisme depuis 2012. Une guerre asymétrique avec des variantes. Il y a eu encore quelques tentatives quand même. Le camp de Katia a subi une tentative aussi d'inscription en son temps, même si c'est 2022, effectivement, assez médiatisé. Oui, oui. Est-ce que cette tentative se fait au lendemain de la proclamation de l'état de l'AS? Et aussi, ça arrive à un moment où cette école de la gendarmerie allait fêter son 64e anniversaire. Et nous sommes dans une phase où le président de la transition, dans ses propos, avait dit que ces groupes sont presque démunis, même si c'est une réjouissance de ces groupes de se donner une voix et d'essayer de marquer du coup. Il faut quand même saluer la promptitude et la réactivité de l'armée malienne qui était sur tous les fronts, parce que l'objectif aujourd'hui c'était... Qui était surprise quand même par cette attaque. Ouais, elle était surprise parce qu'on peut dire que c'est regrettable qu'on en arrive là, qu'on peut soupçonner qu'on pouvait rapidement en arriver là, mais c'est un fait. Et il faut aussi reconnaître que cette armée se trouve sur plusieurs fronts et qu'aujourd'hui, son énergie est concentrée plutôt à la frontière algérienne, ce qui n'est pas une mince affaire. Les terroristes affirment avoir mené une opération spécifique. Concrètement, ils avaient pour objectif de prendre Bamako ou c'était juste un message qu'ils voulaient envoyer? Moi, je pense que c'était un message et c'est une démonstration de force. Évidemment, on savait tous qu'il y avait des cellules dormantes et que ça pourrait arriver tous les jours. Je pense que personne n'est surpris pour le fait qui s'est passé, mais quand même, la manière où c'est passé, à 5 heures du matin, les gens étaient sur Sali. Et c'est ça, les terrifiants. On n'a pas besoin de beaucoup pour faire beaucoup de bruit et beaucoup de dommages. On l'a vu aussi sur beaucoup de capitales mondiales. Pas besoin d'avoir 400 personnes sur une commande, mais ces commandes-là, c'était un commande spécialisé, très bien entraîné, qui a fait beaucoup de dégâts avec pas beaucoup de moyens. Et c'est ça les dommages. Je ne pense pas que du tout le but c'était de prendre Bamako, c'est de démontrer qu'ils ont la capacité de le faire quand ils veulent, parce qu'ils l'ont fait, comme on disait, un jour, un mardi, ça pourrait avoir été tous les jours de la semaine. Modibo Soumaré, Bamako frappé en plein cœur. La conquête du sud du pays est plus que jamais l'une des priorités des forces armées terroristes. Et difficilement, ils vont pouvoir conquérir Bamako. J'y vis, j'en suis conscient. Mais ce qui est évident, face à une guerre asymétrique, dans un pays grand comme 1 243 000 km², ce n'est pas une tâche facile. Ça, il faut le dire. Les effectifs de l'armée malienne ne sont pas certainement suffisants pour circonscrire à toutes les attaques. Ce n'est pas possible. Et les États-Unis en font les frais, et la France en fait les frais. C'est très difficile face à une guerre asymétrique. Ça demande peu de moyens, peu d'effectifs, et qui peuvent faire, dans un milieu comme ça, beaucoup de dégâts. Donc, il est évident que face à cela, il faut une union sacrée autour de la République, mais aussi il faut que l'ensemble des forces aussi jouent leur rôle. Ce n'est pas une tâche facile et je ne suis pas pessimiste, mais
C'était prévisible parce que quand on arrive à attaquer, quand les Gao, on arrive à attaquer Mopti, au nom de quoi on ne peut pas attaquer Bamako. Voilà, c'est une question de choix des terroristes, de déterminer leur cible et d'attaquer. Donc, il ne faudrait pas exclure d'autres attaques à venir, similaires à Bamako dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On ne le souhaite pas, mais... On ne le souhaite pas, il ne faut pas faire l'oiseau de mauvais augure. C'est vrai que la guerre asymétrique, depuis les événements de la terrasse de l'hôtel Radisson et de ces autres qui se sont succédés, on n'avait pas vu une telle attaque d'une telle envergure. Mais c'est vrai que c'est difficile aussi dans une guerre asymétrique, le docteur le rappelait, de prévenir. Mais reste que les forces de l'ordre vont très certainement se réorganiser pour éviter de telles attaques. Et la matière première de cela, cette collaboration, cette coopération avec toutes les couches socio-professionnelles. Il faut aussi rappeler un détail. Ce n'est pas un détail, peut-être certainement. La célébration du Mouloud était une porte ouverte. Le Mouloud est une fête de la nativité du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est une occasion de prêche qui fait un grand mouvement sur le territoire où les gens vont d'un point A à un point B et librement aussi. Ça peut être une occasion aussi, un effet d'entraînement qui ait permis que cette opération puisse atteindre une telle étape, même si on n'occulte pas le fait qu'il y ait des cellules dormantes qui puissent agir à tout moment. Et à travers cela, à travers le monde entier, Paris n'a pas été exempt de cela, Berlin, Moscou et voire même les États-Unis d'Amérique en remontant aux événements du World Trade Center. Donc c'est un fait que cette guerre est difficile à mener, mais la coopération est nécessaire. Aujourd'hui, le Mali inscrit son destin au sein de l'AES avec une coopération partagée avec ses trois homologues qui vivent la même situation, le Niger, le Burkina Faso, et c'était d'ailleurs au lendemain de cette proclamation. L'anniversaire effectivement de l'AES. L'anniversaire de l'AES. On peut aussi ne pas oublier qu'il y a des allants sous-jacents à l'intérieur pour saboter cette confédération qui est le souhait de ces trois chefs d'État aujourd'hui d'aller vers une fédération. La base militaire qui a été, l'aéroport militaire qui a été attaqué, à ce qui paraît, abritait aussi les forces paramilitaires Wagner. Est-ce que c'était aussi l'objectif des djihadistes de répondre aussi au Kremlin ou à la Russie à travers cette attaque? On a vu sur plusieurs communiqués des génimes qu'évidemment la Russie et ses associés sont un cible pour eux parce qu'ils font beaucoup de dommages au terrain. Ils sont là, ils sont à côté des forces armées maliennes et ils sont celui qui mène beaucoup des opérations contre-terroristes. Donc bien sûr, je suis sûre que Génim avait comme possibilité d'attaquer aussi aux associés de l'armée malienne. Et néanmoins, je dirais que je crois que, comme tous les attaques terroristes, ils cherchaient de faire le plus avec le minimum jusqu'à le moment où ils étaient tous morts. Donc je pense qu'ils sont arrivés jusqu'à le moment où ils sont arrivés, que c'est grâce à Dieu que les forces armées ont réussi à terminer l'affaire à l'aéroport, mais ça pourrait être beaucoup pire. Donc oui, je pense que c'était un cible. Je n'ai pas vu, c'est ça une chose qui m'étonne beaucoup, il a beaucoup d'images, beaucoup de vidéos, mais pas si comme on s'attendait ou comme on a vu à plusieurs terrains. Donc là, les communiqués des génies parlent de plusieurs centaines de morts, plusieurs centaines de dégâts. Nous, on n'a rien vu pour l'instant. Oui, justement, le génie évoque de nombreuses pertes humaines et matérielles, ainsi que la destruction de plusieurs avions de combat. On a vu des vidéos qui montrent l'avion présidentiel attaqué. Est-ce que vous avez confirmation, chers confrères, de cette information? Ce qu'on peut constater, il y a une vive polémique autour de cela. C'est regrettable qu'on en fasse l'objet d'une polémique. Il est incontestable qu'il y a eu des dégâts matériels. Maintenant, l'avion présidentiel reste un symbole. Il faut sortir de ces symboles-là. Mais c'est assez fort parce que c'était le jour où il devait avoir le procès des achats d'avions présidentiels. Hein, si je ne me trompe pas. Oh oui, exactement. Mais ce qui est clair, c'est aujourd'hui, pour mettre fin à cette polémique, il suffit de montrer l'avion et puis on passe à autre chose. Mais c'est clair qu'on n'est pas dans la tête des djihadistes et dans les choix de leurs cibles. Ce que je sais, c'est que j'ai vu une vidéo passer où il y a quand même qui a été enregistrée avant l'attaque, qui disait effectivement qu'ils allaient attaquer ces camps et qu'ils allaient attaquer l'aéroport. Bon, ils ont les raisons de leur choix, mais ce qui est sûr aujourd'hui, il faut que l'information soit au cœur de cette affaire, parce qu'on ne peut pas lutter contre un tel phénomène qu'avec les armes. C'est avec l'information et beaucoup d'informations.
Et l'état-major malien déplore plutôt quelques pertes en vies humaines du côté des forces armées. Qui croit en ces circonstances-là? Est-ce qu'on croit le GNIM ou on croit l'armée malienne? Est-ce qu'il y a eu des dégâts exceptionnels? Selon des propos qui nous reviennent de nos confrères sur place, il y a quand même eu un balai d'ambulance le jour de l'attaque. Donc il y a quand même pas mal de pertes dans le camp des forces amies. Là, je crois que c'était une communication qui partage plutôt le deuil des familles, qui tient compte, qui n'en rajoute pas à la situation déjà que les familles vivent. Sinon, le bilan va être connu, il ne peut pas être un bilan caché. C'est une opération kamikaze, une opération suicide, parce que tous les terroristes qui sont rentrés dans l'école de gendarmerie ne sont pas ressortis vivants. Donc j'imagine quel dégât, c'était un obus qui a été tiré vers des élèves gendarmes, qui étaient en regroupement, qui étaient en entraînement ce jour-là à 5 h du matin. J'imaginais quels dégâts ça peut faire. Mais de toutes les façons, on ne peut pas faire abstraction de ce bilan-là et surtout de tirer les leçons de cette opération qui s'est déroulée à ce moment précis au Mali, mais le bilan matériel, le bilan humain, après les deuils des familles, après le respect et l'hommage à ces victimes qui se sont battues jusqu'au sacrifice ultime pour la nation et pour le pays, il va être connu. Il reste encore à travers, comme tous les bilans des attaques terroristes à travers le monde. Docteur Modibo Soumaré, il faut saluer aussi la réactivité des forces maliennes qui ont, selon leur communiqué, neutralisé certains assaillants. Donc, absolument, pas seulement les forces armées, même les populations. J'ai vu des images où des jeunes étaient avec beaucoup de risques et ont arrêté même des terroristes. Donc c'est important de saluer tout ça. Et quand même, l'attaque qui a eu lieu autour de 4 h du matin était pratiquement circonscrite à 10 h, 4 heures de temps après. C'est beaucoup moins de temps que certaines attaques qu'on a vues même dans d'autres pays qui ont pris pratiquement toute une journée. Donc c'est important quand même de saluer cela et surtout d'assurer les forces armées de sécurité que toutes les populations maliennes leur sont reconnaissantes et restent derrière elles. Voilà, c'est une question qui est transversale. La question de sécurité, ce n'est pas partisan. Donc voilà, je suis convaincu que les Maliens sont debout derrière l'armée. Mais quelle peut être la réponse de la junte malienne? Faut-il s'attendre à une réorganisation des forces de défense et de sécurité? Parce qu'il y a une faille quand même, il faut dire. Non, il faut comprendre une chose. Moi, j'ai fait Bamako, Korogo il n'y a pas encore un mois. Et faire Bamako, Kenyeba. Il y a une libre circulation des personnes et des biens. On peut quitter Bamako, aller à Tombouctou sans être fouillé. On peut être terroriste et apporter tout ce qu'on veut. Donc c'est important de comprendre cela. C'est très très difficile aujourd'hui, à moins de se barricader et créer une peur. Aussi, il faut vivre, malgré tout, il faut vivre. Donc, il faut surtout mettre l'accent sur l'information. Mais sinon, dire qu'il voilà, y a une faille, c'est des Noirs, c'est des Maliens, et peut-être des non-Maliens qui peuvent pas le contrôle, comme on dit. C'est pas ça, c'est l'information, il faut mettre l'accent sur l'information. Sinon, on risque de se barricader et ça va pourrir la vie des gens. Alors qu'il faut que les Maliens vivent. Du coup, il faut quoi? Il faut revenir, il faut accentuer les contrôles aux frontières, c'est ce que vous dites? L'information. C'est concrètement. L'information, c'est de les infiltrer. C'est sûr qu'il y a certains qui sont ciblés, qui sont connus, qu'il faut suivre. Et puis. Et donc, il y a une faille du côté des systèmes de renseignement, des services de renseignement maliens. Je ne dirais pas cela, mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a eu cette attaque, c'est que quelque part, quelque chose n'a pas marché. Docteur? Pas pour l'instant, pas pour l'instant, doctorat, désolé. Bah, je vous entends. Mais je dirais de toute façon qu'on ne peut pas tout prévoir tout le temps. C'était évident que quelque chose pouvait arriver, surtout étant donné que c'était l'anniversaire de l'AES, etc., etc. On savait tous que quelque chose peut arriver, mais ça peut arriver en tout moment. Et surtout avec les attaques kamikazes ou les attaques avec des commandes assez petites, parce que c'était quinzaine de personnes sur un pays si grand, on ne peut pas tout contrôler. Évidemment, il y a des dispositifs à renforcer, c'est clair, c'est évident, mais je ne dirais pas que les systèmes avaient de grosses failles, parce qu'on a vu la réactivité, la
la rapidité des forces de défense qui ont réglé toute cette affaire-là sur des lieux différents en quelques heures. Donc ça, c'est assez... Aussi, surtout avec les moyens d'un pays comme le Mali, qui ne parle pas des États-Unis, on parle d'un pays quand même en train de se développer. Pour moi, une autre chose que je voudrais parler aussi, c'est l'attitude de la société malienne, qui bien sûr, je pense... Qui fait corps derrière son armée. C'est ça, tout le monde était absolument détruit. Je suis tellement content que personne autour de moi ait été touché, mais ça pourrait avoir été arrivé. Et moi, je pense que sur ce moment de douleur de la population malienne, c'est très important que les gouvernements fassent sûr qu'on a la cohésion sociale. Parce que moi, quand on parlait des arrestations populaires, moi, j'ai beaucoup de peur, surtout que je travaille sur la sociologie, à tout ce que c'est les peurs immédiats. On ramène des gens, on les brûle sur la route. Oui, justement. Ça me fait beaucoup de peur. Donc, c'est mieux on laisse ça aux forces armées, on laisse ça au gouvernement. On ne fait pas des vieilles citoyens parce que ça ramène beaucoup de choses. Et justement, le chef d'état-major des armées a appelé les populations à éviter les amalgames pour que personne ne soit stigmatisé. Vraiment, moi, je me suis attardé sur ce point-là. Est-ce qu'il faut craindre des représailles contre certaines communautés Peuls, Tamashek ou Arabes, notamment, qui sont victimes d'amalgames? C'est clair qu'il faut éviter les délits de faciès. C'est clair qu'aujourd'hui, parmi les assaillants, il y a certainement beaucoup de Peuls. Mais de là, il faut clairement dire que voilà, ce n'est pas les Peuls les djihadistes. Il peut y avoir des Bambara dedans, comme il peut y avoir des Sarakolés dedans, et comme il peut y avoir des Tamashek dedans. C'est important de faire corps autour de l'armée, des forces de sécurité, et de les laisser faire leur travail. Et ce n'est pas à la population de choisir un tel, pour dire que c'est eux qui nous attaquent. Mais est-ce qu'aussi il y a un certain ras-le-bol de la population qui dit notre armée souffre, on veut aider, on reconnaît des personnes. Comment on arrive à canaliser un peu cette colère qui peut s'expliquer? Et il faut le canaliser, il faut arriver à faire violence sur soi-même, à ne pas se rendre justice, à ne pas surtout tomber dans des pratiques qui peuvent désunir, laisser l'armée faire son travail, la justice faire son travail, faire confiance à cette armée. C'est des moments de cohésion, d'unité nationale, d'entente, de soutien. La population ne peut pas se rendre justice elle-même. Elle ne devrait pas se rendre justice elle-même. Ça peut aller vers d'autres dérives, ça peut donner d'autres conséquences. Donc ne pas stigmatiser des populations, ne pas stigmatiser des couches sociales, être unis derrière son armée, parce que cette armée-là, elle est républicaine. Il y a des Peuls dans cette armée, il y a des Soninké, il y a des Bambara. Toutes les ethnies, races du Mali sont représentées au sein de l'armée malienne. C'est le reflet. Quand il s'agit de l'armée, tous les Maliens doivent être unanimes là-dessus, soutenir et aider. Quand il s'agit de l'intégrité territoriale, nous devons taire nos divergences internes pour faire face à l'ennemi commun avec nos amis. Donc, il faut éviter les amalgames et surtout faire confiance à l'armée, l'aider, à soutenir, mais surtout ne pas se rendre justice, parce que ça peut aller vers des délits. Oui. Et même si je peux ajouter, en parlant de l'information, justement, c'est tout à fait normal de vouloir communiquer, de vouloir partager des choses, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On a beaucoup de vidéos qui circulent, beaucoup de fausses informations qui circulent. Moi, mais comment arriver à rationaliser un peu toutes ces informations-là? C'est ça. Ma recommandation à la population, c'est d'être calme sur les réseaux sociaux, de ne pas essayer à tout voir, même pour l'effet psychologique. Moi, mardi, j'étais crevée, honnêtement, toute la journée à avoir des morts sur les réseaux sociaux. Et sur l'effet psychologique, c'est mieux attendre les communications officielles, c'est mieux même faire des choses solidaires pour les victimes, les personnes qui sont pour les dégâts, aider. Ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui sont proactives et qui peuvent aider et communiquer, partager des fausses informations ou des informations qui ne sont pas sûres et certaines. Par exemple, c'est une chose que je recommande à la population d'éviter s'ils vont vraiment aider à la cohésion nationale, parce que sinon, après, il y a beaucoup de infos, de stigmatisation sur certains groupes et certaines personnes. C'est le temps du deuil, c'est le temps du recueillement, mais après viendra le temps du bilan politique. Et concrètement, je suis face des hommes politiques, pas des politiciens. Est-ce que les autorités maliennes sont fragilisées de cette séquence? Je vous rappelle que fin juillet, à Zawatine, dans l'extrême nord du pays, les rebelles indépendantistes du cadre stratégique permanent ont affirmé avoir tué 47 soldats maliens et 84 mercenaires de Wagner. Fin juillet, on est en septembre, ça y est, c'est pas très long. Donc, est-ce que ces autorités-là, qui sont arrivées avec la promesse d'éradiquer le djihadisme, ne sont pas aujourd'hui confrontées à une montée en puissance? Est-ce qu'ils ne sont pas fragilisés politiquement? Il faut comprendre une chose, la sécurité n'est jamais atteinte à 100%. Cela est impossible dans aucun pays du monde.
Il faut comprendre cela, surtout dans un pays comme le Mali, qui se trouve face à beaucoup de forces, des forces qui ne sont même pas des forces maliennes, qui sont des étrangers qui attaquent, qui pensent agir dans le cadre d'un international djihadiste. Il est important qu'on comprenne qu'on ne peut pas juger de l'efficacité du travail des forces de sécurité à l'aune d'une attaque ou de deux attaques. Mais ce qui est important, que moi je recommande surtout, c'est que les vidéomènes qui pensent peut-être à raison pour eux faire le travail de communication à la place de l'État, parfois desservent l'État. Parce que je crois qu'il doit y avoir des canaux officiels de communication, mais j'ai constaté qu'il y a certains vidéomènes qui parlent de ces attaques avec de tels détails, alors qu'ils n'étaient pas là. Ils étaient comme moi, absents, mais en moins de 12 heures, ils racontent des choses qui, après vérification, peuvent avérer fausses. Ça brouille la communication officielle. Donc il faut laisser, dans des situations comme ça, l'État communiquer par ses voies officielles. Donc c'est pas tout le même constat. Dans de telles situations, la communication est importante. Il y a des canaux de communication, je disais. Une direction nationale, il y a des départements, il y a la direction des services des renseignements, de relations publiques de l'armée, la DIRPA, qui fait un communiqué chaque fois, qui communique officiellement. Dans ce cadre, pour cette crise principalement, il y a eu le ministère de la Sécurité, le ministère des Transports qui ont émis des communiqués. Moi, je crois que c'est faire de relais de ça. La population peut être utile autrement. Par rapport à la gestion globale de cette crise, on a eu des tentatives de solution. Le G5 Sahel était une tentative qui n'a pas marché par rapport aujourd'hui à une implication des États. Le Mali s'est mis dans le cadre de l'AES. L'AES donne des résultats l'Alliance des États du Sahel donne des résultats plus ou moins satisfaisants. On voit quand même que les populations adhèrent à cela et que ça prend corps et forme. Maintenant, il faut intensifier la communication, les échanges, les interprétations, surtout sur les frontières de ces pays de l'Uptaco. C'est la charte du Liptako Gourma qui a été ravivée en cette circonstance. On sait que le coût de cela, ces opérations se font au Burkina, au Niger, dans cette zone-là. Maintenant, cette coopération internationale mérite le soutien de la communauté internationale, mérite l'appui et l'aide, et au lieu de la mettre en marge et de laisser seulement dans un cadre stratégique. Je crois que le monde entier aurait à gagner, à appuyer ces États-là, à bouter le terrorisme, à lutter efficacement contre le terrorisme. C'est cela pour arrêter un effet de multiplication dans la sous-région non seulement, mais aussi pour la scène internationale parce qu'on est à quelques 5 heures de vol. Mais la CEDEAO a condamné ces attaques via un communiqué, donc ils ne sont pas en dehors, ils ne sont pas loin du peuple malien. Est-ce que les autorités maliennes souhaitent un apport de la CEDEAO? C'est plutôt ça la question. On ne va pas polémiquer aujourd'hui, ce n'est pas la période là, l'heure au recueillement. Si, mais ça pose la question. Hein. Ah bah... la question se pose. Moi, en tant qu'homme politique, je pense que l'AES ne doit pas être incompatible avec la CEDEAO et même avec le G5 Sahel. Je regrette parce que le Mali ne fait pas frontière qu'avec le Niger et le Burkina. Le Mali fait frontière avec la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, et j'en passe. 7 pays frontaliers, il faut une coopération avec tous ces pays, parce que tous ces pays, toutes ces frontières constituent des voies d'entrée. Je regrette, il faut apporter des correctifs à ce niveau. C'est bien l'AES, mais l'AES ne doit pas être incompatible avec la CEDEAO, encore moins avec le G5 Sahel et d'autres coopérations. Pas tout le même constat. Oui, je pense que aussi on sait que ni les crimes organisés, ni les terroristes, ni les peuples voient les frontières, surtout au désert, non? Donc c'est pour ça que la coopération bilatérale et multilatérale est importante. Moi aussi, par rapport à la réponse contre le terrorisme, je pense qu'il a les questions sécuritaires qui sont très importantes, mais aussi il a les questions de base. Pourquoi est-ce qu'on est devenu à là? Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à là? Et je pense que aussi il faut se focaliser sur plusieurs ministères, parce que le ministère de la Sécurité, c'est pas la situation sécuritaire ne va pas être jamais résoute si c'est avec les armes. Il y a aussi des développements, des questions de déplacés, des questions humanitaires qu'il faut régler. Et là, je savais que le gouvernement malien avait travaillé beaucoup, surtout les côtés déplacés, les côtés réfugiés, pour éviter justement qu'il y a certaines communautés qui sont sur une faiblesse qui peut les faire entrer sur des groupes armés terroristes. Donc, c'est juste pour dire la défense, la sécurité, les armes sont très importantes, mais ça ne peut pas, et on le sait, on l'avoue, sur le monde entier, résoudre les problèmes des terroristes au Mali. Donc, voilà.
Merci beaucoup Béatrice de Léon Combo, chercheuse spécialisée dans la sécurité, la radicalisation violente et la gestion des conflits en Afrique de l'Ouest et en Europe. Et bientôt docteur. Tchambel Kiambara, journaliste à La Voix du Mali. J'espère que vous reviendrez nous voir. Avec plaisir. Et Modibo Soumaré, président de l'Alliance des forces démocratiques qui publie Jeunesse et leadership, la lutte de la jeunesse malienne, ce que j'en sais aux éditions Jamana. Je ne sais pas si on peut voir. Est-ce qu'on peut zoomer pour regarder la réalisation, c'est possible? Bon, allez, je redis pour ceux qui veulent lire Jeunesse et leadership, la lutte de la jeunesse malienne, ce que j'en sais, publié aux éditions Jamana. Il a combien, docteur? Il a 15 €. 15 €. Allez. Merci à vous, chers téléspectateurs, et toute la rédaction de Global Africa Télé Sud d'être solidaire du peuple malien dans ces moments douloureux et que Dieu veille sur le Mali. Amen.